Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Eti. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler bien sûr du chromosome ADN et structure de l'ADN. Qu'est-ce que vous devez connaître bien sûr en première année, donc en licence LAS ou en parcours pass. Alors bien sûr, on va avoir des choses qui sont essentielles, des choses peut-être que vous avez vues bien sûr en terminale, éventuellement. Mais bien sûr, on va approfondir ça et on va notamment voir quels sont les pièges classiques de QCM dont vous tombez pour la plupart d'entre vous dans ces fameux pièges. Alors on va voir ça ensemble, hein, on va aller par là. Alors là on a la cellule, c'est évident, donc à un moment donné, pas de besoin de s'en rappeler, ici on a la cellule. Jusque là ça va, tout va bien. Ensuite on va avoir bien sûr la membrane plasmique, MB, membrane plasmique, cytoplasme, voilà. Ensuite on va avoir bien sûr le noyau, et c'est à partir de ce noyau là qu'on va aller découler justement notre chromosome. Alors là, ici, quand on a grandi, bien sûr, dans le noyau, on va voir tout un ensemble de chromosomes, d'accord? Donc là, ils sont bien condensés, nickel, et on va essayer de décondenser ça, de voir ce qui se passe derrière. Alors, dans un chromosome, ici, bien sûr, c'est un chromosome, je vous donne une abréviation à connaître. Vous mettez CH bar, c'est un chromosome, d'accord? Ensuite, là, on remarque que vous avez ici un petit locus particulier qu'on appelle un gène, d'accord? Je rappelle le concept du gène. Un gène, ça code pour une protéine, d'accord? Vous avez par exemple un gène pour l'hémoglobine, ça code pour la protéine qui s'appelle l'hémoglobine, ok? Et c'est le but du jeu, d'accord? On a donc des allèles différents, d'accord? On a plusieurs allèles pour un gène, et du coup, il faut savoir si le côté dominant et récessif. Ça fait l'objet, bien sûr, d'un autre cours. Ensuite, dans le chromosome, hein, entre les deux, enfin le milieu, ça s'appelle le centromère. À pas confondre avec le centrosome, qui est autre chose, ok, qui est un autre type d'organite. Hein, en général, vous avez un truc qui ressemble à ça. Et ce machin-là, ce sont des centrioles, on appelle ça le centrosome. Et souvent, vous avez des pièges classiques de QCM en comparant les deux petites structures-là. Okay. Ensuite, ici, on a donc un chromosome qui est formé de deux chromatides, hein, CHD, c'est pour chromatide. Et comme ça, vous voyez, on commence petit à petit à aller dans la décondensation. Donc, c'est-à-dire qu'on a notre chromosome qui est vraiment très bien condensé, et là on va le décondenser, on va déplier en fait cet ADN, on va voir à quoi ça ressemble. Alors quand on déplie l'ADN, on a des phénomènes de ce qu'on appelle des super enroulements, ok? Donc ici en fait on est sur du super enroulement. Voilà. Alors vous avez des protéines, hein, ou des enzymes si vous préférez, hein, des topoisomérase, enfin en tout cas des systèmes qui permettent de déplier l'ADN, ça on le reverra un peu plus tard dans un autre cours si vous voulez. Mais l'idée, c'est de voir un peu qu'est-ce que vous devez maîtriser tout de suite en termes de structure. Alors ensuite, lorsqu'on a du super enroulement, on remarque qu'on a un concept, on a un système, ça s'appelle le nucléosome. Ok? Donc le nucléosome. Le nucléosome, si vous préférez, c'est un concept en fait où vous avez nucléosome, vous avez l'histone, qui est une protéine qu'on verra après, et puis vous avez bien sûr l'enroulement de l'ADN autour de ça. Les petites structures vertes, c'est par exemple les histones. Je sais pas où je suis. C'est embêtant ça. Ouais, je suis là. Ok, donc ça c'est les histones. Ce sont les protéines qui permettent justement d'enrouler l'ADN autour d'eux. C'est hyper pratique comme système. Vous avez plusieurs types d'histones à connaître. Moi je rentre pas dans les détails, c'est pas le but du jeu. Mais l'idée c'est ça, de bien comprendre les concepts. Une fois qu'on continue à dérouler un peu cet ADN, on commence à voir cette fameuse double hélice d'ADN. D'accord? Donc ici, on a l'ADN en double hélice. Voilà, on a la double hélice qui commence à se mettre en place. Alors bien sûr, vous savez que c'est des chaînes qui vont être totalement linéaires et on va avoir des bases azotées. On va avoir par exemple, alors je vais vous mettre des exemples, hein, on va mettre l'adénine. Voilà. On va avoir la guanine. On va avoir la cytosine. Et puis on va avoir la thymine. Ça, on est bien sûr dans l'ADN. Pour l'ARN, on va remplacer du coup la thymine par l'uracile. Ok? Ça constitue ce qu'on appelle des bases. Ok? Des bases azotées. Ok? Là, on est sur des bases azotées. Ok? C'est important de maîtriser ça. On peut aller plus dans le détail, bien sûr. On va faire ça de toute façon ce soir. On va aller dans le détail. Là, on a un nucléotide. Hein. Donc, un nucléotide, c'est quoi? C'est un groupement phosphate. D'accord? Vous avez des groupements phosphates. Vous avez un pentose. D'accord? Donc, c'est un ose, hein, c'est un sucre. Et puis, bien sûr, vous avez votre base azotée qui peut être ATCG.
là, je vous montre par exemple ce qu'on appelle un karyotype. Ok. Mais les profs, ils vous le disent pas, ça. En fait, je vous explique. On a cette impression que les chromosomes sont coupés en morceaux. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, on a un chromosome, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Sauf que je vous rappelle un truc. La molécule d'ADN, c'est une molécule qui est unique. Donc, entre chaque chromosome, vous avez forcément une molécule d'ADN qui se suit. Donc, entre le 1 et le 2, il y a bien une molécule d'ADN, etc., etc. Donc, tout ça est lié. Ok. C'est pas quelque chose qui est séparé. Ça, c'est super important à comprendre. En général, on se fait tout savoir parce qu'on a ce karyotype qu'on nous représente comme ça, mais on n'arrive pas à faire forcément le lien, et ça peut être un piège de QCM. Voilà. C'est classique, quoi. Alors, je vous rappelle, bien entendu, ça c'est normalement une évidence, mais vous avez 23 paires de chromosomes, d'accord? Et vous avez le fameux XY, d'accord? Donc, ça fait 23 paires de chromosomes. Donc, on a 22 paires de chromosomes qu'on dit homologues, d'accord? Donc, ils vont être numérotés de 1 à 22. Et puis, on va avoir des chromosomes sexuels, qu'on appelle aussi les hétérochromosomes. Voilà, ce qu'on appelle les gonosomes, XX ou Y ou XY, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est bien sûr des choses à retenir. Et si vous avez une anomalie de karyotype, vous pouvez bien sûr avoir des pathologies. Hein, vous connaissez tous la trisomie 21, qui s'appelle également le syndrome de Down. Vous avez le syndrome d'Edward, qui est une trisomie du chromosome 18. Vous avez le syndrome de Pato, qui est une trisomie du chromosome 13. Vous avez le syndrome de Klinefelter, qui est le XXY. Vous avez le syndrome de Turner, X au lieu de XX ou XY. Vous avez le syndrome triple X. Bon, bref, vous en avez plein. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous avez des anomalies de karyotype. Et donc, ça peut vous amener à des anomalies génétiques. Anomalies qu'on dit chromosomiques. D'accord ? Donc, bien sûr, tous ces exemples-là ne sont pas forcément tous à connaître. Hein. Ça dépend de ce que les profs ont décidé d'approfondir dans vos cours. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est sûr que c'est à maîtriser, bien évidemment. Les chromosomes qu'on dit condensés. Lorsqu'on a... Alors, à la limite, je vous mets condensation, c'est plus facile. Ok, dans ce cas-là, on va parler de hétérochromatine. Voilà. Et lorsqu'on va avoir quelque chose qui va être décondensé, donc décondensation de l'ADN, donc l'idée c'est d'avoir cette double hélice, on va appeler ça de l'euchromatine. D'accord ? Voilà, donc ça c'est des petites structures bien sûr à connaître, c'est évident. Et vous avez, et c'est pas forcément dessiné, mais du coup je le écris ici, vous avez au-dessus, dans toutes les extrémités des chromosomes, ce qu'on appelle les fameux télomères. D'accord ? Donc des télomères... Et d'ailleurs, les télomères et les centromères ne codent pas pour l'information génétique. C'est de l'ADN qui est non codant. C'est un truc de QCM, ça. Retenez bien. Et donc, aux extrémités de chaque chromatide, on a les télomères, d'accord, qui sont des séquences en fait répétitives de l'ADN et qui va assurer ce qu'on appelle une protection des terminaisons chromosomiques. Ce qui fait que si on a, par exemple, de la télomérase, d'accord, toujours une structure associée à nos structures. Télomérase, c'est une enzyme. Quand ça finit par ase, c'est une enzyme, et donc ça veut dire qu'en général, ça détruit, hein, en général. Donc une télomérase, grosso modo, l'idée, c'est d'aller détruire les télomères, d'accord ? Donc c'est ça qu'il faut aussi retenir, c'est les éléments clés qui vont, bien sûr, derrière. Ok ? Ça va là-dessus ? En général, ça, c'est pas forcément des trucs hyper compliqués, normalement, vous maîtrisez. D'accord ? Donc l'ADN, c'est une macromolécule. Alors bien sûr, vous savez que l'ADN, c'est l'acide déoxyribonucléique, acide désoxyribonucléique, d'accord, qui contient bien sûr le génome, l'information génétique. Jusque-là, ça va. Les molécules ADN, d'accord, sont formées, on va dire, avec deux brins antiparallèles. On a deux brins, pas trois, deux brins antiparallèles, d'accord. Donc deux brins qui sont antiparallèles. Je vous le dis parce que ça, c'est des pièges de QCM, autant le retenir. Si j'écris mal, c'est normal, c'est parce que je veux aller vite et que je vous retenez les informations les plus essentielles, d'accord. On dit donc qu'il est bicaténaire. Bicaténaire. Donc jusque-là, normalement, ça va aussi. D'accord ? Alors, il faut savoir que chacun de ces brins peut former ce qu'on appelle un polymère. Ça donne donc un polynucléotide. D'accord ? Donc, vous voyez, il faut bien retenir les structures avec les noms qui sont associés. Maintenant, il y a une autre chose qui fait que vous allez vous tromper, c'est entre nucléoside et nucléotide, et ça arrive assez régulièrement. Donc, on va essayer de décortiquer ça pour pas que vous puissiez vous tromper. D'accord ? Je vous rappelle, nucléotide. Ok, nucléotide, ça va être une base azotée, donc ATCG, ATC ou G, d'accord, plus
un ose plus un acide phosphorique. Alors qu'un nucléoside, ça va être tout simplement une base plus un ose. Et c'est tout. Alors c'est assez facile hein, pour ne pas se tromper si vous voulez, hein, pour ne pas vous tromper, c'est assez simple. Vous prenez zide, ok, et vous prenez ose. Et si vous savez qu'un nucléoside, ose, sucre, ok, donc nucléoside, base plus ose, et vous arrêtez là, ok, et vous avez votre élément en tête, d'accord. Ça c'est bien sûr important et primordial de maîtriser ça par cœur, ok. Donc une fois que vous avez ça en tête, vous êtes au taquet, hein, en général. Ok. Alors une fois qu'on a ça en tête, maintenant il faut qu'on aille construire un peu les différents acides, enfin les acides nucléiques, donc les bases azotées. Vous avez plusieurs types. Vous avez les bases puriques et les bases pyrimidiques. Alors on va essayer de les mettre en avant, comme ça, voilà. Donc on me demande toujours, est-ce qu'il faut connaître par cœur les bases azotées, c'est-à-dire la molécule et les noms? La réponse c'est quoi à votre avis? C'est effectivement oui. D'accord, vous devez connaître les molécules et bien sûr le nom. Alors quand je dis apprendre les molécules, c'est pas forcément apprendre par cœur que l'uracile a cette tête-là. C'est plus reconnaître. Ok, essayez pas d'apprendre par cœur des molécules, reconnaître, ça suffit largement. Alors je vous explique. Grosso modo, pour retenir ça, il y a quand même des astuces assez simples. Donc premièrement, vous avez pyrimidine. Pyrimidine, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un cycle, donc un hétérocycle avec deux azotes. Donc une position 1, une position 3. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va greffer des petits groupements pour former la cytosine, l'uracile et la thymine. Donc pour la cytosine, on a un groupement, donc cétone, et un groupement amine. Donc du coup, ça vous fait du 2-oxy-4-aminopyrimidine. Ok, ça c'est pour la cytosine. Ensuite, on a l'uracile. L'uracile, on a deux cétones qui viennent se greffer en 2 et en 4. Donc ça fait du 2,4-dioxypyrimidine. Et la thymine, eh ben, ça va être une cétone ici et un groupement méthyle. Donc ça fait du 5-méthyle 2,4-disoxypyrimidine. Alors souvent on me pose la question, ok, admettons je dois apprendre les bases azotées ainsi que les molécules et les noms et les nomenclatures. Quelles sont les questions qu'on peut me poser par rapport à ça? Eh bien, plusieurs questions peuvent être posées par le prof. En général, vous pouvez avoir des questions toutes bêtes. La cytosine correspond à du 2-oxy-4-aminopyrimidine, vrai ou faux? Ok, donc là c'est vrai, pas de problème. Jusque-là, vous voyez, c'est des QCM assez bateaux. Donc en général, ça va. Ok. Mais on peut aussi vous dire, comment on fait pour transformer? Là, c'est autre chose. Comment on fait pour transformer une cytosine avec de l'uracile? Vous remarquez qu'en fait, ici, on va avoir une désamination, si je puis dire, puis une oxydation. D'accord? Donc en fait, on peut vous demander en fait des transformations chimiques pour partir d'une base azotée vers une autre. Et ça devient plus difficile, je trouve. Par exemple, pour passer de l'uracile à la thymine, on a fait ce qu'on appelle une méthylation. Truc tout bête. Ok? Mais du coup, ces questions-là peuvent vous être posées. C'est pas des trucs compliqués, mais il faut bien sûr le maîtriser. Ok? C'est évident. Et ensuite, à partir des bases pyrimidiques, on peut structurer ce qu'on appelle des bases puriques. Et oui, parce qu'en fait, les bases puriques, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de l'imidazopyrimidine, c'est-à-dire une structure qui ressemble à la pyrimidine, mais en plus de ça, on a rajouté un autre petit hétérocycle, ok, avec deux azotes supplémentaires en position 7 et 9. Alors, comment on fait pour numéroter, hein, du coup? Alors, faites bien gaffe, on a le côté je vais ici, et ensuite le côté je vais ici. D'accord? Donc, dans le cercle, le cycle de gauche, eh ben, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans le cercle de droite, je vais faire 7, 8, 9. Ok, donc je vais partir de gauche à droite, puis de droite à gauche. Ça, c'est pour la nomenclature. À pas vous tromper. Hein. Et donc, la purine, finalement, c'est de l'imidazopyrimidine. Voilà. Ok. Et en fait, si je veux retenir adénine, c'est un peu plus facile, je trouve. Hein. Adénine, eh ben, c'est du 6-aminopurine. Donc, on a fait une amination, position 6, de votre purine. Ok. Et puis la guanine, eh ben la guanine, vous avez un groupement cétone à cet endroit, puis un groupement amine. Donc on a fait une amination, et puis ensuite on a fait de l'oxydation en position 6. Voilà. C'est des trucs qu'on peut vous poser comme question, c'est tout bête, hein, mais ça arrive régulièrement, souvent. Ok? Voilà sur quoi on peut vous manger, par exemple, en QCM. Et alors ça fait une catastrophe terrible à l'examen.
Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez adénine, guanine, uracile, cytosine, thymine. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on rajoute un ose, ça nous fait adénosine, guanosine, uridine, cytidine, thymidine. Et vous avez remarqué que là, ça commence à devenir galère. Hein, commence à galère parce que si on va trop vite, si on lit trop vite, on se fait avoir, comme un bleu. D'accord? Après, pour nucléotides, en général, vous ne vous faites pas avoir, puisque ça se voit facilement, adénosine 5 monophosphate, etc., etc. Sauf que, si vous lisez trop vite, et que le prof a dit, je vais mettre adénine 5 monophosphate, bien sûr, vous savez que c'est faux, on ne peut pas avoir cette structure-là. Donc, il faudra bien faire gaffe. Il faut bien lire, du coup, adénosine, guanosine, uridine, cytidine, thymidine. Il faut bien noter et bien voir toutes ces structures-là. D'accord? Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez savoir que là, j'ai mis monophosphate là, ici. Et justement, c'est ça qu'on va un petit peu voir. En fait, vous avez plusieurs types de structures nucléotidiques. En fait, vous avez ce qu'on appelle les mononucléotides. D'accord? Donc ces mononucléotides, en fait, c'est ce qu'on va appeler la MP, l'ATP, etc., etc. Ok, des trucs assez bateaux, quoi. Donc ADP, etc. Voilà, vous pouvez prendre ça avec GTP, GMP, voilà. On peut faire ça avec tout. Et bien ça, c'est un mécanisme qui permet de faire ce qu'on appelle la régulation, okay, du métabolisme. Parce que je vous rappelle que le concept de l'ATP ou tout ça, c'est d'avoir bien entendu de l'énergie. Okay, le but du jeu, c'est l'énergie. Ensuite, vous pouvez avoir un autre type de nucléotides, ce qu'on appelle les dinucléotides. Donc les dinucléotides, ça va être par exemple NAD, le FAD, etc., etc. Ça, c'est des coenzymes, d'accord? C'est-à-dire que ça va être utilisé comme cofacteur. Ça va être très intéressant pour aider les enzymes justement dans leur fonction. Et donc, c'est un peu l'idée. Ça joue également le rôle effectivement de, comment dire, un rôle tampon, on va dire, hein, entre le transfert de protons, voilà, pour réguler un peu l'énergie également. Et ensuite, on a ce qu'on appelle bien sûr les polynucléotides. Donc les polynucléotides, c'est par exemple l'ADN, l'ARN, okay, etc., etc. Donc les ARN messagers, les ARN de transfert, les ARN pré-messagers, etc., etc. Et là, vous savez, vous avez compris, bien entendu, que là, c'est bien sûr le support de l'information génétique. Donc les QCM qu'on peut vous poser là-dessus. Existe-t-il d'autres structures permettant d'avoir du support d'informations génétiques? C'est-à-dire, est-ce que les mononucléotides peuvent faire support d'informations génétiques? La réponse est non. Est-ce que les dinucléotides peuvent être support d'informations génétiques? La réponse est non. Vous avez souvent des QCM aussi bateaux que ça, mais c'est super important de bien maîtriser cela. D'accord? Ça va jusque-là? C'est des trucs qu'il faut bien sûr maîtriser par cœur. Et c'est évident. Alors ensuite, une fois que vous avez compris ça, nous on va bien sûr s'attarder sur l'ADN, hein, sur l'information génétique. L'ADN, il peut y avoir plusieurs choses qui se passent à travers l'ADN. Premièrement, il peut être copié. Ok? Il peut être copié. Quel est l'intérêt de copier? Eh bien, ça permet de faire ce qu'on appelle de la réplication de l'ADN. Ça, c'est la première fonction de l'ADN, c'est du coup de pouvoir se répliquer et puis du coup de pouvoir reconduire l'information génétique, c'est l'idée. Il peut être traduit, cet ADN, d'accord, traduit, en protéines, hein, donc la transcription de l'ADN en ARN, donc traduit, donc pour passer en protéines, donc transcription, donc de l'ADN en ARN, et puis ensuite il peut être réparé, ce qu'on appelle la réparation de l'ADN. Réparation de l'ADN. Alors bien entendu, ça peut faire l'objet d'un cours pour chaque, d'accord? Donc je verrai un petit peu plus tard, d'ici un mois, si je vous fais un cours sur... je pense que je vais vous faire un cours sur traduction, transcription, éventuellement phénomène de réparation de l'ADN, on verra. Ouais, c'est à vous de me dire. Mais pour cela, il va falloir que vous soyez plus nombreux sur le chat, sur le live. Sinon, je vous fais pas ça, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est grosso modo, ouais, je peux vous faire ça, ça peut être pas mal. Ça peut être une bonne idée, quoi. Alors maintenant qu'on a vu ça, il faut qu'on aille maintenant sur les ARN. Quelles sont les grandes différences? Qu'est-ce qu'on doit retenir là-dessus? Alors, par rapport aux ARN, vous avez bien sûr les ARN messagers. Donc, les ARN messagers, ça permet bien sûr de matrice pour synthétiser des protéines, d'accord?
Donc ça, c'est pour la synthèse des protéines. Ensuite, vous avez bien sûr les ARN ribosomiques. Ok, les ARN R, donc ribosomiques, qui sont là pour constituer, on va dire, les ribosomes. Ok, donc ça, c'est plutôt pour le ribosome. Voilà. Donc ça permet de synthétiser, bien sûr, les protéines ribosomales. Vous avez les ARN de transfert, qui, eux, ont un rôle important, bien sûr, dans l'incorporation des acides aminés pour créer l'enchaînement des acides aminés, donc créer la structure des protéines. D'accord ? Donc ça peut être pas mal. Alors, l'ARN de transfert, retenez bien un truc qui est super important, c'est qu'en fait, vous avez un ARN de transfert par acide aminé. Donc, étant donné qu'on en a combien 22 d'acides aminés, on a donc 22 ARN de transfert. Ok, il faut bien comprendre les concepts là. Ok. Donc, eux, ils portent les acides aminés. Ensuite, on va avoir les ARN interférents, d'accord, ce qu'on appelle les ARN SI ou les micro-ARN. Voilà, donc ça c'est assez nouveau, hein, ça fait plus de 20 ans que ça existe, mais c'est assez nouveau dans la façon dont on élabore la structure, comment on comprend le mécanisme et tout. Et ça permet de réguler l'expression des gènes. D'accord ? Donc ça c'est les grands types d'ARN que vous avez bien sûr à retenir. Ici on a de l'adénine. On va avoir un groupement ribose, donc c'est un pentose. Là on a un désoxyribose, c'est pour ça que ça s'appelle acide désoxyribonucléique. Okay. Et ensuite, on va avoir des phosphates. Alors, on a des types de phosphates. On a les phosphates alpha, bêta, gamma. D'accord ? Ça vous constitue votre nucléotide. D'accord ? Jusque-là, pas de problème. Vous avez compris le principe. Là où ça devient plus difficile, c'est lorsque vous voulez créer une liaison phosphodiester, c'est-à-dire entre deux nucléotides. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble et comment ça se met en place. En général, c'est là que ça bug un peu dans votre tête, parce que vous ne savez pas trop comment va se goupiller tout ça. D'accord ? Alors pour obtenir un polynucléotide, qui correspond du coup à un enchaînement de 2 ou de plusieurs nucléotides, okay, par une liaison qu'on appelle phosphodiester. Phosphodiester, c'est un mot-clé super important. Vous devez absolument pas vous tromper dans les QCM lorsque vous avez le mot phosphodiester. D'accord ? Alors la liaison ester qui est entre l'acide phosphorique qui est porté donc par le carbone 5, okay, qui est par là, okay, carbone 5 du coup de l'ose d'un nucléotide, et ben ça va se mettre en place avec la fonction alcool du carbone 3' de l'ose de l'autre nucléotide, c'est-à-dire ici. Ok. Donc ça fait toujours 5', 3', 5', 3', d'accord? Donc on dit que les chaînes polynucléotidiques sont orientées de 5' vers 3', d'accord? Et on les lit dans ce sens-là d'ailleurs. Ok? Donc ça c'est important de bien maîtriser ça. À pH physiologique, la molécule d'ADN, elle est chargée négativement. J'espère que ça, vous l'avez en tête, d'accord? Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la liaison entre deux acides phosphoriques, ce qu'on appelle une liaison anhydride d'acide, d'accord? Parce que forcément, on va déshydrater cette partie-là. Ça c'est important. Lorsqu'on a plusieurs molécules qui vont permettre d'avoir des acides phosphoriques qui vont venir se greffer, on va parler d'un nucléotide monophosphate, diphosphate, triphosphate, etc. etc. Okay, c'est là où c'est important de bien comprendre ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut très bien, par ce qu'on appelle... Alors, toutes ces structures-là qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle des désaminations spontanées. D'accord? Donc un phénomène qu'on appelle désamination. C'est-à-dire enlever un groupement amine, si vous préférez. Regardez bien, par exemple, entre la cytosine et l'uracile, comment ce qui se passe? En fait, on a le NH2 là, et hop, ici, on a un groupement cétone qui s'est juste greffé, d'accord? Par ajout d'eau, par exemple. On va avoir le 5-méthylcytosine, qui peut se transformer en thymine. Donc on a d'abord la cytosine qui fait de la méthylation, ça fait de la 5-méthylcytosine, puis ensuite de la désamination, ça fait de la thymine. Voilà. On peut très bien aussi avoir de l'adénine, qui fait ce qu'on appelle une désamination sur l'un des côtés. Ça permet de créer ici un groupement OH, et ça s'appelle l'hypoxanthine, une molécule que vous devez connaître par la suite, source de médicaments. Guanine, pareil, on fait une désamination, on remplace du coup le NH2 par un groupement cétone, ça fait la xanthine. Pareil, quelque chose que vous devez connaître, source de médicaments. Donc des choses comme ça, vous devez les connaître, et vous devez bien sûr les maîtriser par rapport à ça. D'accord ?